Forst, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'ONG d'information Le Projet Imagine. Ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. En 1998, à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle déclaration dont l'élaboration avait commencé presque 15 ans auparavant, la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Suite à cela, en 2000, la Commission des droits de l'homme a créé un mandat spécial afin de permettre la mise en œuvre de cette déclaration. En juin 2014, le président du Conseil des droits de l'homme vous a nommé, vous, Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Lorsqu'on se penche sur votre parcours professionnel, on comprend ce choix, tant celui-ci est étroitement lié à la défense des droits des plus fragiles. Ainsi, vous débutez votre carrière par l'enseignement, puis la direction d'établissements sociaux qui vous permettent de prendre soin d'enfants défavorisés et ou handicapés, mais aussi de personnes âgées. D'ailleurs, vos travaux ont préfiguré le modèle des EHPAD d'aujourd'hui. Dès 1989, vous vous tournez vers le secteur associatif et devenez le directeur général d'Amnesty International France. Pendant 10 ans, vous vous passionnez pour cette mission et on peut dire que sous votre impulsion, l'ONG voit son activité se démultiplier. La libération des prisonniers politiques sera l'un de vos axes privilégiés. À la tête d'Amnesty, vous allez aussi vous révéler être un homme de terrain, un homme qui n'a pas froid aux yeux, prêt à prendre des risques pour la cause, et vous n'hésitez pas à vous déplacer dans les territoires, même ceux dominés par des régimes autoritaires. Cela vous vaudra d'être victime d'un enlèvement en décembre 1996 au Congo, à Kinshasa. Vous êtes libéré, mais pas calmé. Alors là, je vais être obligée de faire vite, et donc vous me pardonnerez les raccourcis. Vous continuez votre chemin d'engagement en intégrant successivement la Ligue contre le cancer, l'UNESCO, la CIMAD, la fameuse association d'aide aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Et de 2005 à 2016, vous allez participer en tant que secrétaire général à la refondation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ouf! J'ai fait un résumé très rapide. J'invite vraiment toutes celles et ceux qui ont envie d'en savoir plus sur votre parcours à aller regarder ce qu'ils peuvent trouver. Ils ne s'embêteront pas. Et je tiens justement avant tout, cher Michel Forst, à vous exprimer toute mon admiration parce que c'est véritablement un parcours d'engagement exemplaire. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous dire un tout petit peu, mais après tout, qu'est-ce qui vous anime? D'où vient cette motivation première? Écoutez, peut-être d'abord, vous avez oublié un élément essentiel pour moi, qui a été déterminant. Oui. C'est le mandat que j'ai occupé précédemment, avant celui-ci, sur Haïti, Ah où oui, j'ai été nommé comme rapporteur spécial sur Haïti, à un moment particulier qui était une crise profonde des droits de l'homme, et en même temps le fameux tremblement de terre qui a causé plus de 300 000 morts en Haïti, et quelques années plus tard, malheureusement, à cause des Nations Unies, l'apparition du choléra, qui a également fait un nombre de victimes assez importantes. Alors, c'est toujours difficile, quand on a mon âge, de revenir en arrière et de dire qu'il y a eu un fil conducteur. On le fait de manière un peu artificielle, mais disons que j'ai toujours eu une passion pour les personnes, pour les gens, et singulièrement pour ceux qui étaient les plus faibles, les plus défavorisés, avec l'idée à ma manière, dans les différentes institutions où j'ai été, de pouvoir leur apporter un secours ou un soutien. Et je me souviens quand j'ai commencé dans le secteur de l'enfance inadaptée, c'était à Pierrefonds, dans l'Oise, dans une association qui s'occupait d'enfants qui étaient placés par l'aide sociale. À l'époque, ce n'était pas encore des institutions, c'était un foyer. Et nous accueillions en fait avec nous dans des familles des enfants placés pour essayer de leur apporter à la fois un soutien, mais également une forme de reconnaissance familiale. Et depuis, effectivement, j'ai évolué dans ce secteur associatif en y trouvant mon compte. Et je dois dire que j'ai eu un parcours très heureux, optimiste. Et je garde en fait cette passion pour les personnes, cette passion pour les plus faibles, que j'essaye d'aider du mieux que je peux dans le mandat que j'ai aux Nations Unies. Alors, vous faites bien d'avoir rappelé effectivement cette mission très particulière à Haïti. Ça me touche d'autant plus que j'ai des origines haïtiennes. Mon père était Ah, réfugié politique de Haïti sous l'époque de Duvalier avec les tontos macoutes, etc. Donc, évidemment que je suis très touchée par cet engagement-là.
Avant toute chose, Michel Forst, peut-être on pourrait commencer notre entretien. Je pense que d'ailleurs c'est indispensable. Il faut que vous nous expliquiez en quoi consiste exactement la mission qui est la vôtre aujourd'hui, à savoir celle de rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Vous nous éclairez parce que ça paraît un peu complexe. C'est vrai que le jargon des Nations Unies n'est pas toujours facile à comprendre. En fait, il y a deux grandes catégories de rapporteurs spéciaux dont le mandat est un peu le même. Une première catégorie de rapporteurs spéciaux qui ont reçu le mandat de s'occuper d'un pays en particulier, généralement des pays en crise des droits de l'homme, ou un pays qui sort d'une crise et que les Nations Unies essayent d'aider par différents moyens. C'est comme ça qu'on a un rapporteur sur le Myanmar, on a un rapporteur sur la Corée du Nord, on a un rapporteur sur l'Érythrée, des pays difficiles en termes de droits humains, et puis des mandats comme j'avais sur Haïti, qui étaient là plutôt non pas pour stigmatiser le pays, mais pour aider au fond à trouver dans le pays des forces qui permettraient de faire émerger l'état de droit et de les aider à sortir du marasme politique et économique dans lequel vit Haïti depuis tellement d'années. Et puis une autre catégorie de rapporteurs qui ont un mandat thématique. Alors on a un rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation qui essaye de faire comprendre aux États qu'au-delà du fait de la proclamation d'un droit à l'alimentation, il y a des choses concrètes à faire qui passent par des mesures législatives, un accès également aux industries agroalimentaires. Il y a un rapporteur spécial sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement. Vous comprenez évidemment que l'assainissement dans beaucoup de pays, c'est un problème de santé publique et ce rapporteur est là pour aider les États à développer des outils, des mécanismes permettant de faire émerger le droit à l'eau et l'assainissement. Et puis des mandats plus compliqués sur un droit particulier comme le droit à l'éducation, un mandat sur la torture qui est là pour alerter sur des cas de torture, de mauvais traitement dans les prisons mais ailleurs et pour faire émerger un consensus sur la lutte contre la torture. Et puis moi j'ai un mandat qui est vraiment transversal, comme vous l'avez dit, qui porte sur la situation des droits humains, les défenseurs des droits de l'homme. Et le mandat que j'occupe a deux missions principales. La première, c'est de faire connaître cette fameuse déclaration que vous avez décrite au début, adoptée par les Nations Unies par consensus, je dois le dire. Hein. Tous les États l'ont adoptée ensemble, même si quelques États étaient à l'époque assez réticents. Ils le sont toujours, mais néanmoins, il y a un consensus sur l'idée que les défenseurs des droits humains doivent être promus. Donc promouvoir la déclaration. Et puis le deuxième aspect, qui est beaucoup plus compliqué à décrire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la protection. Et je reçois chaque année, chaque jour, chaque mois, des dizaines d'appels de défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des droits humains qui me demandent de les aider et qui pensent que les Nations Unies, à cause du poids qu'ils pèsent sur la scène internationale, peut aider les États à trouver des solutions à des crises qui touchent les défenseurs des droits de l'homme. Un mot peut-être pour dire que ce qu'on appelle défenseur, c'est une catégorie très large. Beaucoup de gens pensent que pour être un défenseur, il faut être inscrit dans une ONG, comme Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD ou autre, mais pas du tout en fait. Un défenseur des droits de l'homme pour les Nations Unies, c'est toute personne, individu, groupe et organe de la société qui assure la protection et la promotion d'un droit ou des droits. Et donc c'est une catégorie très très large qui couvre bien évidemment des militants d'ONG, mais des syndicalistes, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des blogueurs, des gens qui utilisent les outils sociaux, ceux qui luttent contre la corruption, par exemple. Dans beaucoup d'États également, on a l'émergence de nouveaux mouvements sociaux qui n'existaient pas, qui ne veulent pas s'enregistrer comme ONG, mais qui néanmoins poussent au changement de société dans beaucoup de pays. Et puis des mouvements plus thématiques comme MeToo, par exemple, sur les violences faites aux femmes, qui font partie de cette grande catégorie de personnes qui, parce qu'elles promeuvent ou protègent des personnes ou des droits, sont l'objet de stigmatisation, d'attaques et parfois, bien évidemment, d'assassinats politiques dans un grand nombre de pays. Alors le mandat que j'occupe est un mandat qui me permet de voyager dans les pays. Je suis donc formellement invité par les États pour faire une mission d'investigation qui ressemble un peu à une espèce de diagnostic posé conjointement avec l'État sur la situation. Qu'est-ce qui se passe au fond dans le pays? Quels sont les principaux phénomènes qu'on rencontre? Et puis une deuxième partie qui est une proposition d'assistance technique pour aider les États à développer des législations, des mécanismes, aider l'État au fond à restaurer un système dans lequel les militants, les défenseurs pourraient opérer de manière libre et sans contrainte. Et il y a des pays, bien évidemment, qui ne m'invitent pas, alors je m'invite moi-même, comme j'ai coutume de le dire, en demandant à une ambassade, à un centre culturel ou à une ONG de m'inviter pour faire une
une série d'événements publics. Mais dans tous les cas, tout est transparent, tout est public. J'ai toujours un visa pour aller dans les pays compliqués comme la Chine, la Russie, Biélorussie. Et quand je suis dans le pays, les États ne refusent jamais de me rencontrer, mais parfois les discussions, vous le comprendrez, sont un peu tendues. Et puis la dernière modalité d'intervention, ce sont les communications. J'écris tous les jours avec mon équipe des lettres individuelles pour demander un état des comptes sur la situation d'un journaliste, d'un militant, d'un syndicaliste qui a été, ou d'un médecin qui a été arrêté, qui a disparu. Ça peut être également des lettres que j'écris sur une nouvelle loi qui a été proposée par un État et dont les effets pourraient être néfastes pour la société civile et l'exercice des libertés fondamentales. Voilà très brièvement décrit le mandat d'un rapporteur spécial. Qui veut dire qu'effectivement, vous l'avez souligné, cette résolution, elle a été adoptée en Assemblée générale et donc les pays l'ont tous signée. Et donc, ça ne suffit pas de signer. Après, il faut effectivement que ça se transforme en acte. Et c'est une manière, d'un côté, en écrivant ces lettres, c'est une manière donc de mettre une certaine pression d'une certaine façon. Et aussi en allant en faire les visites sur place, et bien effectivement, vérifier sur place, de visu, ce qu'il en est et ainsi pouvoir permettre de transformer les choses si ça a lieu d'être. Enfin, c'est un peu ça. Vous avez du coup une mission un peu de diplomatie, un petit peu musclée d'une certaine façon, non? Oui, c'est un peu ça. Alors, il y a des États avec lesquels ça se passe très très bien, donc les choses sont assez paisibles, ils comprennent. Dans des pays parfois compliqués comme le Honduras, où j'ai fait une mission très longue et où je sens que le gouvernement, c'est un pays qui est très dangereux pour les défenseurs. On se souvient de Berta Cáceres, la grande défenseur, prix Goldman, qui a été assassinée. Néanmoins, je précise, le prix Goldman, c'est un peu comme le prix Nobel de la paix, mais voilà, l'environnement, pour la défense de pour l'environnement. les défenseurs de l'environnement. Donc, et c'est un pays qui connaît une situation difficile avec un nombre d'assassinats politiques très important, mais on sent de la part du gouvernement une volonté de développer des mécanismes, des outils qui permettraient de redresser la situation. Et puis des pays dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué, comme l'Azerbaïdjan, qui, après ma visite, m'a accusé d'être d'origine arménienne. Vous connaissez le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pensant que mes origines éventuelles arméniennes, j'en ai pas du tout d'ailleurs, expliqueraient le fait que mon rapport aurait été hostile au gouvernement d'Azerbaïdjan. J'ai gagné un peu un surnom aux Nations Unies. On m'appelle l'homme qui susurre ou qui murmure à l'oreille des méchants. Je suis un peu leur Jiminy Cricket et je suis là pour écouter ce qu'ils me disent, mais essayer de passer des messages qui passent par différents canaux. Des canaux formels de diplomatie ouverte, des lettres officielles, mais aussi beaucoup d'entretiens confidentiels dans lesquels, en tête à tête avec un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères ou de la Justice, un garde des Sceaux dans des pays francophones, des gardiens de prison, on peut faire passer des messages et souvent apporter des solutions qui sont beaucoup plus efficaces que la diplomatie du mégaphone, comme on dit, dans lequel on condamne et ensuite il ne se passe rien. Donc j'essaie de trouver à chaque fois la bonne porte, la bonne voie, le bon outil pour veiller à l'efficacité de ce que je peux proposer. Voilà, effectivement, il faut jouer finalement de tous vos atouts. Alors, pour terminer un petit peu cette vision globale, j'avais vu aussi que vous êtes aussi proche des peuples autochtones, des communautés paysannes. C'est juste pour voir qu'effectivement, derrière ce mot défenseur, il y a toute une myriade de types d'activisme, de militantisme, d'action citoyenne, d'action en faveur des droits humains. C'est bien cela, hein? Tout à fait. Et c'est bien que vous rappeliez la question des peuples premiers, des peuples autochtones. Je reviens, enfin, juste avant la crise du Covid, du Pérou, où j'ai fait une très longue mission, dont l'essentiel de l'activité consistait à rencontrer des communautés paysannes et des peuples autochtones dans la région de l'Amazonie, qui sont à l'heure actuelle, pas seulement au Pérou, mais en Colombie également, au Honduras, et aussi dans le nord, dans les Amériques, qui sont confrontés à des menaces multiples. Et trop souvent, on pense que l'État est le premier acteur qui viendra menacer ou attaquer ces peuples premiers. Mais dans les faits, ce sont surtout les entreprises internationales, transnationales, essentiellement dans le domaine de l'industrie extractive, des méga-projets, de barrages, de déforestation, l'agro-business comme on dit, qui vient menacer plus que les États, les défenseurs de l'environnement et les peuples autochtones qui, quand on les rencontre, vous disent, moi je vis dans mon univers, j'ai ma cosmovision, et brutalement je vois des entreprises venir
détruire l'eau que je bois, la nature qui me nourrit et l'air que je respire. Et c'est un nouveau phénomène, enfin un phénomène qui n'est pas nouveau, mais que les Nations Unies prennent au sérieux, avec l'idée de développer des outils qui permettront également de lutter contre les méfaits des entreprises internationales dans un grand nombre de pays. Alors, Michel Forst, puisque vous êtes en relation constante avec les défenseurs des droits de l'homme qui se trouvent aux quatre coins du globe, je vous propose de partager avec nous votre vision concernant la situation mondiale. Cette pandémie exacerbe tout, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle dessine un tableau géopolitique vraiment très préoccupant. À la mi-mars, c'est un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, qui laisse entendre sur Twitter que l'armée américaine aurait introduit le virus à Wuhan. Les Américains répliquent en dirigeant leurs soupçons sur un laboratoire P4 qui se situe à Wuhan et qui, puisqu'il manipule des virus pathogènes de même type, pourrait être à l'origine d'une fuite. Certains vont même jusqu'à accuser la Chine d'avoir fabriqué le Covid-19. En Russie, au nom de la stabilité, le président russe Vladimir Poutine, 67 ans, au pouvoir depuis 20 ans, vient de s'aménager la possibilité d'y rester 16 ans de plus. Et du côté de l'Europe, ce n'est guère plus réjouissant, avec notamment le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a obtenu le 30 mars dernier le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance. Et donc, à la faveur de la crise sanitaire, Viktor Orban s'octroie les pleins pouvoirs et fait de son pays, d'une certaine manière, la première non-démocratie de l'Union européenne. Alors on le sait, en règle générale, la peur et l'incertitude profitent aux régimes autoritaires et ou populistes. Alors à votre avis, Michel Forst, devons-nous nous montrer particulièrement vigilants quant à la protection du modèle démocratique et des droits humains dans les semaines, les mois à venir? Écoutez, oui, vous avez brossé un tableau qui peut paraître un peu apocalyptique du monde à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'on sent que la peur gagne du terrain. Depuis le début de la pandémie, je suis en contact avec les réseaux de défenseurs du monde entier, et je reçois tous les jours des messages, des WhatsApp, des images, des captures d'écran qui me montrent à quel point la peur gagne du terrain dans beaucoup de pays. Alors il faut peut-être mettre un peu d'ordre dans l'ensemble de ce tableau. Il y a d'abord évidemment des phénomènes de diplomatie internationale, l'affrontement des États qui voient la question du multilatéralisme être bâtie en brèche par certains États. On voit la place que la Chine essaie d'occuper sur le terrain international. On voit le retrait également de la puissance américaine du multilatéralisme qui explique que la Chine occupe maintenant un terrain qui auparavant était occupé par les États-Unis. On le verra également quand on parlera des Nations Unies, qui est le lieu emblématique de cette guerre des puissances pour contrôler un peu l'état du monde. Et puis il y a d'autres peurs également qui naissent, bien évidemment, de la pandémie. Et moi, je suis frappé de voir les messages paniqués qui viennent de Pakistan, d'Inde, du Burundi, du Zimbabwe, du Honduras et d'autres pays, de personnes qui sont démunies face à la montée de cette pandémie, même si elle est moins grave dans certains pays que d'autres, mais néanmoins la peur qui est véhiculée par les images, elle est présente auprès de tous les militants. Et les défenseurs des droits humains sont en plus confrontés à un autre phénomène qu'on rencontre également dans les pays européens, qui est la tentation que vous avez décrite de cette montée du populisme qui fait qu'on aurait tendance à se réfugier entre les mains de ceux qui ont des discours sécurisants, trop faciles, populistes et qui gagneraient progressivement des voix. Ce qui me frappe également, c'est de voir que dans les mécaniques qui ont été mises en place, l'arsenal législatif, réglementaire, l'état d'urgence qui a été adopté, l'état d'urgence sanitaire ici, un état d'urgence par ailleurs, des lois de sécurité intérieure dans d'autres pays, on voit bien que la peur également, elle est aussi devant la restriction des libertés fondamentales. Alors, il faut qu'on garde la mesure, mais l'un des phénomènes qu'on constate depuis quelques années, c'est que ce fameux curseur des libertés, qui oscille entre besoin de sécurité et besoin de liberté, malheureusement, quand on interroge la population du monde entier, en France, on n'échappe pas au même étalon de mesure, eh bien, le curseur va toujours du côté de la restriction des libertés pour plus de sécurité. Et entre la liberté et la sécurité, le choix est rapidement fait. On préfère la sécurité plutôt que les libertés, avec l'idée que peut-être, à terme, quand la situation sera meilleure, on regagnera sur le terrain des libertés ce qu'on avait perdu par ailleurs. Mais l'expérience montre malheureusement que lorsqu'on pousse le curseur d'un côté,
eh bien, il ne revient jamais dans l'autre sens, hein, et que progressivement, ce curseur des libertés fondamentales, il a tendance à s'éroder dans tous les pays par le fait que les gens choisissent plutôt la sécurité plutôt que la liberté. Et c'est un des phénomènes qui me frappe à l'heure actuelle dans les messages que je reçois, les WhatsApp et autres, de voir que dans les pays que j'ai décrits tout à l'heure, en Asie, dans le Golfe, en Afrique, en Amérique latine, enfin les militants des ONG sont autant effrayés par la peur de la pandémie, la peur de la mort, de la maladie qui frapperait les proches. Ils sont autant effrayés aussi par cette restriction des libertés fondamentales qui fait que eh bien, le peu d'espace démocratique qui leur avait été alloué par le passé a tendance à être maintenant érodé. Et on voit de plus en plus d'États qui utilisent le prétexte de la lutte contre la pandémie pour, au fond, sécuriser des dispositifs qui seront utiles plus tard pour contrôler les dissidents, les empêcheurs de tourner en rond, les militants des ONG, les lanceurs d'alerte et autres qui ont pour principe de lutter contre tout abus de la puissance publique. Et c'est vrai que ce double phénomène de peur de la maladie et de peur de perdre des libertés est quelque chose qui est particulièrement frappant quand on travaille avec celles et ceux dont le mandat, précisément, est d'être les gardiens des libertés, de ceux qui poussent à garder au fond ces libertés fondamentales si chèrement acquises dans beaucoup de pays. C'est facile pour nous en France ou ailleurs, parce qu'on a une longue tradition. Mais dans beaucoup de pays, ces luttes sociales sont celles qui ont permis de gagner progressivement du terrain. Et je vois dans beaucoup de pays ces petites avancées rapidement être battues en brèche par des mesures législatives. Et les gens se disent, mais où allons-nous et quand regagnerons-nous l'espace de liberté que nous avions si difficilement acquise par le passé? Oui, c'est là où on voit à quel point tous ces acquis sont extrêmement fragiles et il est évident que face à une crise sanitaire où on est en train de parler de la vie et de la mort des gens, c'est sans doute l'outil le plus puissant pour instrumentaliser si jamais on est face à des États qui ont envie d'en profiter d'une certaine manière. C'est ça. Exactement. Donc, c'est aussi pour moi une aune de mesure, un étalon de mesure de ce qu'on appelle l'état de droit dans les pays, savoir jusqu'à quel point, en fait, un contrôle de l'État est exercé de manière démocratique pour éviter qu'on bascule dans autre chose que la démocratie. Et vous citiez l'exemple de Viktor Orban en Hongrie. On a d'autres exemples en tête, avec le Brésil, avec Bolsonaro. On a également, alors sans que ce soit du même type, le comportement de Donald Trump aux États-Unis, qui aussi fait peur à bien des égards, peur pour la maladie, mais également peur sur les libertés fondamentales. Et le nombre de leaders qui, à l'heure actuelle, utilisent cette peur de l'épidémie pour mieux contrôler la population est quelque chose qui est assez impressionnant. D'ailleurs, dans le périmètre de votre mission, c'est vrai qu'il y a tout ce qui a trait aussi au processus de démocratisation. Or, quand on regarde aujourd'hui où en est la pandémie, les pays les plus touchés sont justement les pays occidentaux et démocratiques. C'est les États-Unis, c'est une bonne partie des pays d'Europe aujourd'hui. Donc, on se dit que décidément, tout cela commence à être un petit peu chancelant, quoi. Exactement. Donc le monde est dans une période assez fragile. Et c'est vrai que quand on voit la réponse des États dans certains pays, on ne peut qu'être inquiet. Et je ne cesse d'envoyer à l'heure actuelle des communications qu'on appelle des lettres d'allégation portant sur des cas concrets ou des situations concrètes qui m'ont été signalées par les défenseurs des droits de l'homme dans le monde pour alerter les États sur les mesures qui ont été prises et l'absence de contrôle démocratique qui permettrait de s'assurer que ces lois sont temporaires, qu'elles pourront éventuellement être révoquées et qu'on retrouvera ensuite une situation normale dans laquelle l'exercice des libertés est garanti. J'ai ce matin même encore signé une de ces communications à destination du Pakistan et hier encore une autre communication à destination du Venezuela. Venezuela qui est frappé par une crise sans précédent qui datait d'avant la crise du Covid-19, avec une situation humanitaire épouvantable dans laquelle les produits de base manquaient et la crise de la pandémie ne fait qu'exacerber les difficultés que vit la population au Venezuela.
Alors, depuis le début de cet entretien, on commence vraiment peu à peu à rentrer dans les rouages des Nations Unies, mais on va continuer parce que c'est vrai que l'ONU et ses diverses agences spécialisées, c'est vraiment l'organisme qui est fait pour ce genre de crise supranationale telle qu'on est en train d'y faire face avec celle du coronavirus. Donc, vous qui travaillez au sein de cet organisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur? Et là, je fais presque un jeu de mots avec le titre donc, de ce concept. Surtout, donc, un petit peu revenir effectivement sur le jeu d'influence entre les États et puis, comme on l'a évoqué, hein, cette place croissante de la Chine versus le désengagement de plus en plus évident des États-Unis. Et sans oublier, bien sûr, tout de même la place de la France. Bien sûr, alors c'est une vaste question. Et les Nations Unies sont un organisme très complexe à appréhender. Ça n'est pas uniquement ce qu'on en voit de l'extérieur, mais c'est aussi ce qui se passe dans beaucoup de domaines dans lesquels on n'aperçoit pas la place des Nations Unies. Mais c'est vrai que les Nations Unies, c'est à la fois un organe et en même temps des agences et des organes subsidiaires qui en fait ont pour vice-mission de faire adhérer les États à une espèce de consensus de régulation internationale des différentes questions qui se posent à la planète dans le domaine de l'alimentation, des communications, de l'aviation civile et autres, de l'éducation et différents domaines de compétences des Nations Unies. Et on oublie trop souvent que les Nations Unies, ça n'est pas une agence ou une organisation qui fonctionne toute seule. Elle est entre les mains, au fond, des États. Et les Nations Unies, elles, en eux-mêmes, ne font que ce que les États lui demandent de faire ou lui permettent de faire. Et on le voit bien dans la crise du Covid actuelle, on a beaucoup glosé sur le fait que les Nations Unies étaient silencieuses devant cette crise du Covid-19. On a beaucoup parlé de l'OMS, on a parlé de la mainmise de la Chine sur l'OMS, qui est un sujet sur lequel peut-être vous aimerez revenir tout à l'heure, mais on oublie également que c'est le Conseil de sécurité qui est le gardien des Nations Unies, et ce Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, plus 10 membres qui sont élus de manière régulière par l'Assemblée générale. Et ce Conseil de sécurité, entre les mains des 5 puissances mondiales, qui ont un pouvoir de veto aux Nations Unies, eh bien, c'est un organe qui régule, au fond, ce que les Nations Unies peuvent faire, veulent faire, ou ne peuvent pas faire, ou ne veulent pas faire. Et dans cette crise, cette épidémie du Covid-19, on a vu certaines agences des Nations Unies, comme l'OMS, être en pointe sur les questions de santé publique, mais également la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, alerter les États sur le maintien des libertés dans beaucoup de pays, dans cette dualité qu'on a expliquée tout à l'heure entre liberté fondamentale et sécurité. Et la haute commissaire a été une des personnes qui a été la plus présente, la plus vocale dans cette crise du Covid-19 pour appeler les États à maintenir au moins un niveau acceptable de liberté fondamentale dans la lutte contre le Covid. Mais évidemment, au Conseil de sécurité, les choses sont tout à fait différentes. Et le fameux affrontement dont on a commencé à parler tout à l'heure entre la Chine, la Russie et les États-Unis s'est manifesté de manière éclatante au sein du Conseil de sécurité, où on avait d'un côté Donald Trump qui voulait absolument qu'on parle de l'épidémie chinoise ou du virus chinois, alors que les Chinois refusaient toute résolution dans laquelle le mot virus chinois serait prononcé. La Russie qui observait la situation de manière assez ironique, en essayant d'attiser un peu les flammes, et d'autres membres du Conseil de sécurité, comme la France ou la Grande-Bretagne, essayaient de jouer un rôle modérateur pour essayer de trouver un consensus ou une manière de se parler les uns aux autres. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il a fallu des semaines avant que le Conseil de sécurité puisse décider de se réunir, les Russes ne voulant pas de réunion virtuelle, les uns ne voulant pas qu'on parle de ce sujet-là, les autres ne voulant pas qu'on aborde tel thème, et qu'avant qu'on se mette d'accord sur le format et sur le thème même de la discussion, il a fallu batailler ferme et négocier ferme. Ça montre les enjeux qui se jouent à l'échelon de ce système régulateur mondial et, je vais dire, la défaillance des Nations Unies qui a été frappante à cette période où on attendait des Nations Unies une parole forte, une parole sensée. J'oublie de mentionner que le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, lui, à plusieurs reprises,
a eu des paroles très fortes. Rappelez-vous, son premier appel a été de dire arrêtons les conflits mondiaux, mettons-nous d'accord sur une trêve, au moins dans tous les pays, pour que la lutte contre la pandémie, contre la maladie, devienne la priorité pour tous les États. Il ne parlait pas de paix, il parlait d'une trêve, au moins qu'on arrête de se battre, qu'on arrête de se tuer, pour lutter, au fond, contre le phénomène qui menaçait tous les pays. Il Et avait, il a été il un avait peu entendu. appelé son appel était vraiment pour un cessez-le-feu immédiat et il avait été rejoint dans cet appel aussi par le pape Voilà. François et effectivement c'est vrai que c'est resté un peu inaudible malheureusement. Alors, ça, cette parole forte a été, je crois, entendue dans beaucoup de pays, et c'est un petit groupe d'États non membres du Conseil de sécurité qui ont réussi à trouver les leviers pour élaborer un premier projet de résolution qui est très faible, qui n'est pas à la hauteur de l'événement, mais qui permet au moins de rétablir au sein du Conseil de sécurité une instance dans lequel on peut maintenant espérer que les États se parleront les uns aux autres de la meilleure manière de lutter contre cette pandémie et comment le Conseil de sécurité peut retrouver son rôle de régulateur mondial au sein du système. Et quelque part, est-ce que tout cela n'est pas en train de nous montrer que décidément, il faut revoir la manière d'organiser, de voir comment peut se faire, se réguler les Nations Unies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà avec la crise de la Syrie, on voyait bien qu'on n'arrivait pas à trouver le Conseil de sécurité. Il y avait toujours un veto qui venait tout arrêter. Donc des années et des années de massacres, etc. Et on ne peut rien faire bouger. Donc ça ne fait que souligner sans cesse à quel point les Nations Unies paraissent impuissantes. Or, il va bien falloir qu'on ait un organisme supranational qui, entre guillemets, peut avoir une espèce de voix voilà, supérieure à celle des États, quoi. Oui, alors les Nations Unies souffrent d'un mal profond qui est né même de l'émergence des Nations Unies, qui est la création du Conseil de sécurité avec 5 membres permanents qui ont un droit de veto. Et dès qu'on parle de questions qui fâchent sur le plan international, on voit les États-Unis activer le droit de veto, la Chine le faire sur la Syrie, sur l'Irak, on voit la Chine l'activer dès lors qu'on parle de la question de la pandémie. Donc chaque État essaye de préserver ce droit de veto. Il y a eu des propositions, notamment françaises, qui ont été faites pour dire que dans des situations dans lesquelles la paix et la sécurité mondiale sont menacées, le droit de veto ne pourrait pas s'appliquer. Mais bien évidemment, les États qui ont un droit de veto ont refusé, en usant leur droit de veto, de changer la règle qui permet à un État d'exercer ce droit de veto. Donc tant qu'on n'aura pas réformé profondément le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité, en supprimant dans des conditions très particulières et avec une régulation bien élaborée au départ, ce veto restera toujours le mal qui frappe les Nations Unies, qui l'empêchera d'être agile, active, effective, comme on l'attendrait de cette organisation mondiale. Et il y a, pour terminer sur ce sujet, il y a aussi donc ce jeu d'influence des États. Et effectivement, ces derniers temps, l'OMS a été pointé du doigt pour une influence peut-être excessive de la Chine. Comment est-ce que vous voyez ce sujet? Alors, il s'explique de manière assez claire par ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire cette idée que le monde doit être régulé sur le plan international et que les États ont un rôle à jouer non seulement pour défendre leurs propres intérêts, mais pour défendre également la paix et la sécurité dans le monde. Et on a eu par le passé des puissances comme la France, comme les États-Unis, qui jouaient la carte du multilatéralisme en essayant de trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Et puis brutalement, on a vu les États changer de posture. On a vu la Chine essayer de progressivement gagner du terrain au sein de l'enceinte des Nations Unies, réussir à faire élire à des postes de fonction responsables, directeurs d'agents, directeurs de programme des Chinois par des moyens pas tout à fait ordinaires. Je pense à des actions de lobbying, mais également d'achat, de vote chez certains États. Et puis on a vu également une puissance comme les États-Unis, malheureusement, se retirer de ce multilatéralisme. Et comme la nature a horreur du vide, ce vide qui a été laissé par les États-Unis a été rempli par la Chine, qui à l'heure actuelle occupe une fonction très, très importante et un peu dominante au sein du système des Nations Unies. Et on le voit qu'elle gagne progressivement du terrain. Elle le gagne par la géopolitique.
elle le gagne également par l'économie, et on voit dans un grand nombre de pays l'influence chinoise se manifester dans les pays africains, dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Asie également, ou par le biais de l'action économique, du soutien économique aux États, de l'implantation des usines chinoises, industries chinoises dans les États, eh bien, ça donne à la Chine un rôle important qui permet de dialoguer avec les dirigeants des États et donc d'influencer le choix des États dans des votes importants qui sont faits aux Nations Unies. Et ce retrait de la Chine, des États-Unis, on le voit à plusieurs égards. On le voit à l'heure actuelle également avec la décision malencontreuse de Donald Trump de couper, dit-il provisoirement, les subsides à l'OMS, qui est à l'heure actuelle l'organisation en pointe à qui on devrait faire confiance, même si effectivement après on fera le bilan, mais laissons-lui au moins les moyens de travailler normalement. Et en coupant les vivres à l'OMS, on coupe la possibilité de fournir des subsides, des experts, des moyens aux États qui appellent l'OMS pour essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc ce multilatéralisme est battu en brèche à l'heure actuelle, et malgré les efforts que fait à l'heure actuelle le président Macron, on voit que la situation n'est pas des plus favorables à l'heure actuelle. Une autre enceinte importante, c'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qu'on a évoqué tout au début de l'entretien, puisque c'est lui qui nomme les rapporteurs spéciaux. Et bien également, au sein de ce Conseil des droits de l'homme, la France qui essaie de se faire élire, les États-Unis qui se sont retirés, ça change la géopolitique des décisions qui sont prises au sein de cette instance régulatrice en matière de droits humains. Alors, dans ce climat de paranoïa, de défiance et de suspicion généralisée, s'impose bien évidemment la question de la protection des lanceurs d'alerte. Je sais que c'est un sujet auquel vous êtes extrêmement sensible, Michel Forst. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur le cas d'Edward Snowden, ce jeune informaticien américain qui avait révélé en 2013 les programmes de surveillance de masse de la CIA et de la NSA. C'est une femme qui, la première, a eu le courage d'alerter sur le risque pandémique. Il s'agit de Haifen, la chef du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan. Elle sera très vite suivie par son collègue l'ophtalmologue Li Wenliang, et tous deux semblent avoir subi des pressions de la part du gouvernement chinois. Et si nous sommes aujourd'hui rassurés sur le sort de Haifen, on déplore malheureusement le décès de Li Wenliang, victime du coronavirus, et désormais considéré comme un héros national par la population chinoise. Depuis ces faits qui remontent à décembre 2019, on déplore de nombreuses pressions, agressions, emprisonnements et même des assassinats sur des militants, des activistes, des journalistes qui bravent la censure de gouvernements qui tentent de cacher toute la réalité liée à cette crise sanitaire, et cela se passe un peu partout dans le monde. Une des dernières victimes emblématiques de cette bataille pour la vérité, c'est un Américain. Il s'agit de Brett Crozier, le commandant du porte-avions nucléaire américain Theodore Roosevelt, qui a révélé la contagion à bord du navire militaire. Votre travail de protection et de défense vis-à-vis des lanceurs d'alerte n'était déjà pas simple, mais avec la pandémie, Michel Forst, est-ce que ce n'est pas plus compliqué que jamais? Alors écoutez, c'est pas forcément plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est d'obtenir des réponses des États à l'heure actuelle. Parce que dès lors que, alors vous avez cité un nombre de cas importants, des cas un peu emblématiques, mais on oublie souvent que derrière ces cas emblématiques dont on parle dans la presse, il y a dans le monde entier, y compris en France, d'autres lanceurs d'alerte qui sont moins connus et qui sont également frappés par les mêmes menaces de la part des États, de la part des compagnies internationales ou des compagnies nationales, et qui ont du mal à faire passer un message sur la vérité de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe chez nous. Et on oublie trop souvent qu'en Europe même, à Malte, il y a maintenant quelques années, quelques mois, une journaliste d'investigation a également été assassinée. Et à l'heure actuelle, les coupables sont toujours dans la nature, même si on commence à remonter le fil des responsabilités. La difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'évidemment, les États sont mobilisés sur autre chose, sont mobilisés sur la crise de la pandémie, sur le confinement, sur des mesures permettant d'assurer le maintien de la population et la sécurité des hôpitaux. Et donc, ces questions qui touchent aux libertés fondamentales sont à l'heure actuelle moins présentes dans l'esprit des gouvernants. Et les lettres que j'écris à l'heure actuelle, pour l'instant, arrivent à destination, mais je n'ai pas de réponse parce que les États prennent le temps de parler d'autre chose, plutôt de ces questions-là. Mais c'est une question qui est importante et qui vous gardez en tête. Vous aviez signalé le cas d'Edward Snowden, c'est un des premiers cas dont je me suis occupé. Je suis allé à Moscou le rencontrer
dans un hôtel, un peu comme on le voit dans le film qui raconte son histoire, et qui a raconté le choix qu'il avait fait entre une carrière brillante et des choix politiques qui, au fond, n'étaient pas ceux qu'on aurait pu attendre, et puis le choix de révéler au monde entier des menaces qui pesaient sur les libertés fondamentales. Et c'est cet esprit qui anime, au fond, les lanceurs d'alerte. Ils font souvent le choix de sacrifier leur vie personnelle, de sacrifier leur carrière, de sacrifier leurs propres intérêts parce qu'ils croient en la vérité et ils ont le sentiment qu'ils ont le devoir d'apporter la lumière sur un élément, sur un fait qui les a frappés, dans lequel l'État ou les compagnies se comportent mal. Et c'est un sujet qui est extrêmement complexe et peu d'États à l'heure actuelle le prennent au sérieux. On a vu en France, par exemple, des mesures législatives être votées sur la question des lanceurs d'alerte, mais avec un champ d'action tellement limité qu'au fond, les principaux lanceurs d'alerte qui sont à l'heure actuelle euh, menacés ou en difficulté ne peuvent être protégés par des mesures qui ont été prises par la France ou par d'autres États. Donc c'est un combat sur lequel il faudra revenir après la crise de la pandémie. Et il nous semble qu'aux Nations Unies, des mesures devraient être prises. Peut-être nous pensons à l'idée de créer un mandat spécifique portant sur la question des lanceurs d'alerte pour suivre de manière plus précise cette catégorie particulière d'individus, de femmes et d'hommes qui sont menacés dans le monde. À l'heure actuelle, je m'en occupe en partie. Un autre de mes collègues, David Kay, qui travaille sur la liberté d'expression, est également saisi. On travaille ensemble, mais on sent que le champ est tellement vaste que probablement un mandat dédié serait une des meilleures réponses qu'on pourrait apporter. Par rapport à tout ce qu'on vient de tout ce que vous venez de dire, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même des choses très troublantes. Vous le dites vous-même, la France, considérée comme le pays des droits de l'homme, même ici en France, il y a des difficultés, c'est pas si simple, et la façon de légiférer sur ces questions-là n'est pas encore suffisante, ça va pas assez loin. Et de l'autre côté, vous qui vous êtes occupé du cas d'Edward Snowden, se dire que c'est la Russie qui a offert asile à Edward Snowden, ce lanceur d'alerte. Est-ce que tout ça ne vous trouble pas? Oui, alors c'est évident, quand je suis allé à Moscou, c'est évident, l'hôtel dans lequel je suis allé était gardé par des barbousses russes, en fait, hein. Donc, parce il craignait que Edward Snowden soit enlevé par les Américains et ramené chez lui pour être jugé et donc condamné à cette peine de prison à vie qu'il atteignait. Et évidemment, donc la Russie joue un rôle très, très évident. Donc, ils sont très contents de garder Snowden chez eux parce que c'est un poil à gratter, un pion dans la balance diplomatique entre les États-Unis et la Russie, et ils agitent ce pion dans les batailles diplomatiques qu'ils peuvent avoir. Enfin, il faut aussi penser que, au-delà de ce jeu diplomatique entre les États, ce sont des personnes dont on s'occupe, hein, d'individus qui sont menacés, de femmes et d'hommes qu'il faut défendre. Et dans ce cadre de géopolitique internationale qu'on vient de décrire, il faut garder à l'esprit que le combat que nous menons, que je mène, que mes collègues rapporteurs mènent, est d'abord pour préserver les libertés fondamentales, pas de manière abstraite, mais de manière concrète. Comment, au fond, aider ces personnes à continuer à pouvoir agir pour protéger les libertés fondamentales. Et c'est ça l'enjeu qui nous anime à l'heure actuelle. Alors, on vient de se le dire, hein, depuis des semaines, toute l'attention médiatique est quasiment exclusivement dédiée à la crise du coronavirus. Et donc, de ce fait, mécaniquement, il y a comme une ombre qui recouvre celles et ceux qui se battent sur d'autres terrains, tels que la défense de l'environnement, la vigilance quant à la responsabilité des entreprises, mais aussi la défense des droits fondamentaux, comme l'accès à l'alimentation, l'eau, l'éducation, ou encore les droits des femmes, des autochtones, des minorités. En bref, cette pandémie a des conséquences collatérales sur chacun de ces domaines. Donc, Michel Force, votre tâche est immense. Donc, comment est-ce que vous faites pour arbitrer, prioriser? Alors c'est un choix qui est toujours difficile parce qu'on sait que quand on prend un dossier, quand on prend un cas, on va en laisser 10 de côté parce qu'on n'aura pas le temps, les ressources nécessaires. Et l'équipe qui est avec moi à Genève et à Paris n'ont pas les ressources nécessaires pour traiter de tous les cas que nous recevons. Je reçois des milliers de demandes chaque année et chaque jour, il faut faire un choix, un tri. Et ce qui nous anime, c'est de couvrir à la fois le monde dans son ensemble, de ne pas prioriser un pays, un continent, mais d'avoir une couverture universelle et de prendre des dossiers qui sont en France, en Allemagne, en Italie, de la même manière qu'on prend des dossiers au Brésil, au Burundi, au Zimbabwe ou au Honduras. Et l'idée, c'est d'avoir une couverture universelle également sur les thèmes, de ne pas privilégier
un type de défenseur, mais de couvrir l'intégralité des thèmes que couvrent les défenseurs pour montrer que la définition que nous avions adoptée il y a 20 ans s'applique à l'ensemble des défenseurs. Et je prends des femmes, des hommes, parfois des enfants, qui sont emblématiques d'une situation plus générale pour montrer que ce dossier-là illustre une problématique qu'on rencontre dans le pays et également dans d'autres pays. C'est un choix qui est difficile à faire, qu'il faut savoir faire, et avec mon équipe, nous avons parfois des réunions compliquées, difficiles, pour décider d'agir sur tel ou tel pays, et par conséquent de laisser de côté, comme je l'ai dit, d'autres dossiers qui mériteraient également la même attention. Votre équipe et vous, ça représente combien de personnes? Ça représente 6-7 personnes qui travaillent en permanence avec moi, mais je travaille également avec le soutien d'États qui sont les alliés du mandat et qui apportent également des ressources humaines et financières pour nous aider dans des cas difficiles. Prenons un exemple concret. Je ne fais rien sans consulter d'abord les défenseurs. Quand j'écris un rapport thématique sur les défenseurs de l'environnement, sur ceux qui vivent en situation de conflit, je le ferai par consulter des défenseurs. Et beaucoup d'États m'apportent une aide financière, logistique, pour organiser dans un pays, puis dans un autre, des consultations dans lesquelles j'invite les défenseurs à me rejoindre et à passer 2 jours pour discuter du thème que je vais traiter dans mon prochain rapport. Donc cette aide substantielle apportée par des États amis du mandat vient compléter le peu de moyens, le peu de ressources dont nous bénéficions au sein du système des Nations Unies. Alors, comme je l'ai dit, le champ donc, des domaines dont vous avez la charge est immense. J'ai cru comprendre, alors vraiment, je me jette à l'eau, hein, mais j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait un domaine très particulier qui est assez transverse et qui présente de multiples difficultés, c'est celui sur la défense des droits LGBT. J'ai eu vraiment cru comprendre qu'en fait, même au sein de la communauté des défenseurs du monde, on va dire, eh bien, entre eux, parfois, il y a des rejets. Oui, c'est une chose qui m'a frappé. J'ai commencé le mandat en 2014 par organiser 7 consultations régionales dans lesquelles j'ai invité plus d'un millier de défenseurs à me rencontrer pour parler du mandat, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi, comment ils voyaient mon action. Et dans certains pays dans lesquels cette question LGBTIQ est une question qui agite beaucoup de discussions, eh bien cette question aussi agitait les organisations non gouvernementales. Et je me souviens d'avoir organisé des réunions dans certains continents, euh, en Afrique par exemple, ou dans la région du Golfe, ou dans un pays d'Asie, et où je voyais qu'ayant mis parmi la liste des invités des représentants des mouvements de lesbiennes, de gays, transsexuels, des mouvements arc-en-ciel plus généralement, eh bien, on me regardait d'un mauvais œil et parfois on me demandait de ne pas inviter ces militants en disant ils ne sont pas comme nous, ils sont le promoteur de valeurs occidentales que vous essayez d'importer chez nous. Et ces militants d'ONG, pourtant, ne comprenaient pas que la question n'est pas la promotion de la question LGBT, mais la protection des personnes contre les discriminations dont sont victimes celles et ceux qui vivent leur vie sexuelle, leur vie sentimentale autrement que les autres, et qui, pour ce simple choix, et qui parfois n'est pas un choix, mais qui est imposé, eh bien, sont victimes de discrimination dans leur propre pays. J'ai été frappé également de voir que quelques ambassades également, pour éviter d'irriter les ONG, eh bien, elles-mêmes, ambassades des pays de l'Union européenne, n'invitaient pas aux réunions annuelles dans lesquelles elles invitent la société civile, ces militants d'ONG, parce qu'elles ne voulaient pas risquer de provoquer l'irritation du gouvernement ou l'irritation de la société civile. Donc un travail pédagogique a été fait pour essayer de montrer à quel point c'est important de ne laisser personne de côté et de montrer que la famille des défenseurs est une famille inclusive et que nous avons la responsabilité de nous protéger les uns les autres et d'avoir un œil attentif, non discriminatoire sur l'ensemble de la communauté des défenseurs. Un autre exemple que j'aime citer également, qui est un exemple plus compliqué, euh, est celui de pays dans lequel la question non seulement LGBT, mais également la question des droits sexuels et reproductifs est en jeu, notamment en Amérique latine. Et j'ai beaucoup de mal parfois à imposer dans mes réunions des militantes, des femmes qui étaient là pour promouvoir ou qui voulaient promouvoir la liberté de choix sexuel, la liberté de prendre la pilule, la liberté d'avorter, et bien qui se trouvaient confrontés par des phénomènes de société à un rejet massif de la part des organisations de la société civile de leur propre pays. Donc ce regard parfois discriminatoire, on le rencontre également dans les organisations de la société civile. Si vous permettez un dernier exemple qui pour moi est aussi intéressant, c'est la question des femmes.
la question des femmes défenseurs. J'ai consacré un rapport entier parce que j'étais frappé de voir à quel point elles sont victimes de menaces particulières. Elles le sont d'abord parce qu'elles sont défenseurs, comme leurs collègues masculins, mais également parce qu'elles sont femmes, elles sont attaquées de manière plus vicieuse, plus subtile, par les États et par les compagnies internationales. On utilise des moyens qu'on n'ose pas utiliser, qu'on ne devrait pas utiliser avec les hommes défenseurs. Par exemple, ces femmes qui me montrent des images de leur téléphone portable dans lequel leur visage est accompagné d'un corps nu, les mettant en posture dans des positions sexuelles qui sont euh, menaçantes pour elles, pour leur réputation, pour leur vie familiale. D'autres menaces qui pèsent sur les enfants, parce qu'on pense que les femmes sont plus enclines à être sensibles à des menaces portant sur les enfants. Et j'ai une femme mexicaine qui me montrait simplement une photo de son fils avec l'adresse de l'école. Pas de menace, hein. La photo de son fils, l'adresse de l'école, une militante d'ONG, et qui me dit, voyant ça, j'ai peur pour mon fils, hein, parce que je sais qu'il connaisse l'école et qu'il peut lui arriver ce qui arrive à tellement de familles de disparus, c'est-à-dire la perte d'un enfant qui est enlevé et qu'on ne revoit plus jamais. Ces femmes sont également victimes d'ostracisme dans les différentes organisations de la société civile. On les relègue parfois dans des grandes organisations à des fonctions subalternes, des tâches de secrétariat, d'accueil téléphonique, ou bien lorsqu'elles travaillent sur les droits fondamentaux, on leur dit de travailler sur le droit à la santé, le droit à l'éducation, la politique familiale, ces questions-là, mais les droits durs, comme la liberté de vote, la liberté de manifestation, eh bien, on le relègue, on le donne plutôt aux hommes. Et un exemple un peu emblématique, ça a été une consultation que j'ai organisée dans un pays dans lequel j'avais invité des femmes défenseurs à me rencontrer pour parler de ce rapport sur les femmes. Et après avoir visé une femme, je lui ai écrit en disant, mais c'est vous que je veux pour ma réunion. J'ai reçu une lettre me disant, nous avons étudié votre demande et nous avons décidé que ce serait notre directeur qui viendrait à la réunion. Un homme, bien sûr, hein. Et j'ai dit non, je veux cette femme-là. Et la réponse a été, dans ce cas-là, nous ne viendrons pas à votre consultation. C'est pour montrer en fait le travail qui reste à faire dans beaucoup de pays pour que la question des femmes défenseurs soit mieux traitée, mieux prise en compte. Toujours dans le périmètre de votre mission, on trouve les défenseurs des droits des migrants. Dans les années 2010, on a vu sensiblement augmenter le nombre de migrants arrivant en Europe par la mer Méditerranée et par les Balkans. 2015 a sans doute été l'année du pic de cette progression et la tension qui en a résulté est venue tragiquement croiser une vague d'attentats terroristes particulièrement violente. 2015, c'est l'année, je le rappelle, des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, ainsi que la tuerie du 13 novembre. Les mouvements anti-migrants n'ont alors pas hésité à avancer des théories faisant l'amalgame entre demandeurs d'asile et djihadistes. Désormais, selon la même logique, commencent à émerger des propos qui présentent les réfugiés comme étant des dangers sanitaires. Est-ce que vous pressentez que cette crise du coronavirus risque de sérieusement rebattre les cartes sur ces sujets et comment cela impacte-t-il votre mission ? Alors c'est un sujet fondamental pour le mandat que j'occupe, que la question non seulement des migrants, mais des défenseurs des droits des migrants, qui dans beaucoup de pays sont confrontés aux questions que vous posez. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai consacré aussi un rapport thématique après une longue consultation en Europe, dans les Amériques, en Afrique et en Asie, sur la question des défenseurs des migrants. Et j'ai choisi en fait de le faire de manière beaucoup plus large, au-delà de la question des migrants, en parlant en anglais, people on the move, les personnes au mouvement. Parce que c'est à la fois les migrants qui choisissent de migrer d'un pays à l'autre, celles et ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour des raisons évidentes, épidémie, changement climatique, absence de ressources leur permettant de vivre. C'est également les étudiants qui quittent leur pays pour rejoindre un autre pays pour mener des études. Ce sont les personnes qui sont malades et qui viennent se faire soigner dans un autre pays. Ce sont également les personnes qui sont sans nationalité, qu'on appelle les apatrides, qui n'ont pas de patrie, qui ne savent pas où ils appartiennent, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'extrait de naissance, et personne ne peut dire d'où ils viennent. Et j'étais frappé de voir à quel point toutes ces personnes qui bougent dans le monde pour différentes raisons, par choix personnel, par choix imposé, par décision collective, eh bien, sont frappées par le même ostracisme que vous décriviez tout à l'heure. Et c'est vrai que la crise qu'on voit à l'heure actuelle monter ne va faire que exacerber ces questions-là et la perception par la population d'un danger qui menace le pays de l'extérieur. Et on voit à quel point et de quel gré
les leaders populistes surfent sur la question de la menace que fait peser l'étranger sur nous. Vous avez raison de rappeler que au moment de cette vague de migrants qui cherchaient à fuir la guerre en Irak, la guerre en Syrie, qui franchissaient les frontières pour venir en Europe, on a vu la Serbie, on a vu la Hongrie, d'autres pays ferment leurs frontières et parfois de manière violente pour repousser ces migrants. J'étais moi-même en mission officielle en Hongrie, à la frontière avec la Serbie, et j'ai vu de mes propres yeux ces migrants qui étaient derrière une barrière, essayant de pénétrer et repousser à coups de crosse par la police et l'armée hongroise. J'ai même vu des salariés de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, être violemment tabassés et arrêtés par les autorités de Hongrie à l'époque. Donc cette question de la migration, cette question des frontières, cette question de l'étranger est une question qui n'a cessé de hanter au fond mon action, et je l'ai retrouvée à travers toutes les missions que j'ai pu faire dans les pays. Et dans chacun des rapports pays que j'ai pu faire, j'ai abordé la question du choix de société que les États essayent de faire passer dans l'accueil de celui qui est différent parce qu'il vient de l'étranger. Et à l'heure actuelle, les menaces qu'on a connues par le passé sur ces migrants qui étaient appelés effectivement terroristes ou porteurs de valeurs qui n'étaient pas les nôtres, qu'on essayait de repousser à l'extérieur. On le voit également apparaître avec le coronavirus, avec les personnes qui viendraient de l'étranger et que c'est porteur d'un mal qui viendrait affecter la société. Et cette fermeture des frontières qui est nécessaire pour éviter la propagation de la maladie, s'accompagne également de mesures discriminatoires à l'encontre de ceux qui, pour des raisons légitimes, ont besoin de quitter un pays, non pas pour simplement un choix de vie meilleur, parce qu'ils sont évidemment contraints pour des raisons de sécurité de quitter leur pays. Vous savez qu'il y a un programme qui existe, qu'on appelle le programme de relocalisation des défenseurs en danger, qui sont les défenseurs menacés de mort. Il y a un programme de cités et de villes-refuges qui a été mis en place et qui permet, lorsqu'un défenseur, par exemple, au Burundi, a été victime d'un attentat ou est menacé de mort, de le déplacer du Burundi à Nairobi, au Kenya, et éventuellement de Nairobi en Belgique pour le mettre en sécurité pour 6 mois. Eh bien, ces défenseurs à l'heure actuelle qui sont menacés de mort sont à l'heure actuelle à cause des mesures de fermeture des frontières, frappés de double peine au fond, d'une menace qui les empêche de quitter le pays et d'une menace qui vient du fait que les pays d'accueil traditionnels leur ont également fermé leurs frontières et ils ne peuvent plus également se mettre en sécurité là où ils pourraient chercher sécurité par le passé. J'ai également été frappé par le fait que dans des pays comme le Mexique, comme la Colombie, on connaît à l'heure actuelle une recrudescence d'assassinats politiques de défenseurs. Et ce qui est manifeste, ce que me disent les bureaux des Nations Unies, également les défenseurs sur place, c'est que le fait que les policiers étaient affectés à d'autres tâches que la protection de ceux qui sont en danger, fait que puisqu'ils ne sont plus protégés, eh bien, ce qu'on appelle les sicarios, les tueurs, les hommes de main, les assassins, eh bien, peuvent en toute liberté tuer ceux qui autrefois étaient protégés dès lors que les policiers sont maintenant affectés à d'autres tâches à cause de l'épidémie, de la pandémie du virus. C'est dramatique. Donc on voit bien à quel point les effets collatéraux sont vraiment tragiques sur le terrain. Les libertés publiques et les libertés individuelles sont bien évidemment au cœur de la question des droits humains. Et sur cette thématique, il y a une question brûlante, c'est celle qui concerne la surveillance numérique, ce qu'on appelle aussi le tracking ou le traçage. Dans les pays asiatiques, en Chine, à Taïwan, à Singapour ou en Corée du Sud, on vante l'efficacité de ces systèmes dans la lutte contre la propagation de l'épidémie. Et donc, face à l'urgence de la situation, même ici en France, le gouvernement est en train de plancher sur une application dédiée. Elle s'appelle Stop Covid. Vu qu'il s'agit de suivre tous nos mouvements et savoir quelles sont les personnes que nous rencontrons, on comprend que cela puisse soulever des interrogations. Quid de nos données personnelles et du secret médical? Alors bien sûr, l'exécutif tente de rassurer en affirmant que cette mesure ne sera que provisoire, mais les citoyens n'ont pas la mémoire courte. Nous venons d'évoquer les attentats de 2015. Ils ont donné lieu à toute une série de mesures présentées elles aussi dans un premier temps comme provisoires, et pourtant l'essentiel de ces dispositions ont fini par passer dans le droit commun, et cela dès 2017.
Le même schéma risque donc de s'appliquer aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire se substituant à l'état d'urgence terroriste. Êtes-vous préoccupé, Michel Forst, par cette question éternelle de l'équilibre à trouver entre la liberté et la sécurité? Oui, bien évidemment, et je ne suis pas le seul en France, à l'étranger. En France, on a la Commission nationale consultative qui a récemment émis plusieurs avis sur le sujet pour alerter les pouvoirs publics sur les menaces qui pèseraient sur les libertés fondamentales. Le défenseur des droits également en France joue un rôle fondamental pour alerter sur des questions qui touchent aux libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Vous avez raison de rappeler également qu'on a progressivement introduit dans le droit national des mesures qui auparavant faisaient l'objet de mesures dérogatoires. Et maintenant, on n'a au fond plus besoin de déclarer un véritablement état d'urgence puisque toutes les mesures sont déjà là, ont été prises par le passé. Et comme on l'a souligné au début de la conversation, ces mesures, dès lors qu'elles ont été inscrites dans la loi, probablement ne pourront pas être retirées ou ne voudront pas être retirées avant longtemps. Et par conséquent, elles persistent et elles durent. La question de la surveillance électronique est une question tellement fondamentale que les Nations Unies ont décidé de créer un mandat spécial de rapporteur spécial occupé par un Américain à l'heure actuelle, dont le rôle est de veiller à ce que les mesures prises par les États ne soient pas attentatoires aux libertés fondamentales. Il travaille avec les États. Il est venu en France pour une mission officielle. Il travaille avec les grands opérateurs, les GAFA, sur les questions, pour essayer de les alerter et de mettre en place des mécanismes de surveillance ou de prévention des menaces. La crainte qu'on a à l'heure actuelle avec le stop Covid, il est la crainte qu'on a décrite dès le début, c'est-à-dire que le curseur des libertés, entre le choix de la sécurité et le choix de la liberté, va toujours du côté de la sécurité. Et je suis frappé de voir tous ceux à qui on pose la question à l'heure actuelle dire je suis prêt dès maintenant sur mon iPhone ou sur mon téléphone Android à télécharger l'application et à entrer volontairement dans un système dans lequel je suis tracé. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'avenir, effectivement. C'est le langage qui est également utilisé. Plusieurs fois, on l'a pointé. Le fait de parler de tracking, d'être tracé, retracé, donc. Et puis, on parle également de brigade de surveillance. Moi, je n'ai pas envie d'être tracé et d'être surveillé par une brigade de surveillance dont le mandat n'est pas connu à l'heure actuelle et qui peut-être menacera à terme ma liberté fondamentale. Donc j'essaye d'alerter sur la nécessité d'avoir un regard plus calme, plus posé sur la question. On voit que l'Allemagne, qui avait fait le choix de cette mécanique de surveillance par le biais des téléphones portables, revient maintenant en arrière avec un système beaucoup plus local dans lequel l'information sera stockée sur le téléphone et ne sera pas partagée avec un système centralisé. La France, tradition jacobine, voudrait à l'heure actuelle avoir un système centralisé dans lequel l'information qu'on capturait sur les téléphones portables serait ensuite transmise à un organe centralisateur qui ensuite aurait la charge de décider pour nous quoi faire de l'information et qui sait après de quelle manière l'information serait traitée. Donc, entre le choix de l'Allemagne et le choix de la France, je préfère de loin, s'il fallait faire un choix, choisir un dossier ou une technique dans laquelle mon téléphone serait le seul à garder une information et je pourrais moi-même décider d'effacer l'information sans qu'elle soit transmise à un organe de surveillance ou de monitoring. C'est vrai que c'est un débat assez intéressant parce que, comme il soulève beaucoup de questions et que quand même en France, on est assez méfiant vis-à-vis de ce genre de technique, de technosécurité, hein, il n'empêche que du coup, on nous dit que ce sera sur la base du volontariat, mais en fait, soit tout le monde le fait et ça peut être des chances d'être efficace, soit ça peut pas être efficace si c'est qu'une certaine partie de la population qui le fait. D'un autre côté, certains disent, bah, après tout, vous donnez déjà vos datas aux GAFA, et donc finalement, est-ce qu'il y a une grande différence? Et en même temps, dès qu'on repense, moi je repense aussi au Patriot Act, là aux États-Unis, justement pour protéger contre le terrorisme, finalement ils se sont mis à espionner tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est bien au-delà des Américains. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des outils qui peuvent vraiment être à déflagration et qui peuvent nous exploser à la gueule, tout simplement. Et donc on parle là d'un flicage de haute technologie, quoi. C'est ça le risque, en fait. Oui, et malheureusement, on parlait tout à l'heure de Edward Snowden. Juste une anecdote intéressante. Lorsque je suis allé dans son hôtel pour le rencontrer, il m'a emmené dans sa chambre, il a pris mon téléphone, il a pris mon ordinateur, il les a mis dans le micro-ondes en me disant la bataille est perdue. Ton téléphone, ton ordinateur sont déjà pistés, sont déjà piratés.
Et c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de vigilance dans l'utilisation de ces données, de l'information qu'on fait circuler sur les téléphones. Et je n'ai pas envie, moi, alors que je sais qu'on est déjà l'objet d'une surveillance internationale, de donner mon accord moi-même pour un système supplémentaire qui viendrait être centralisé et dont on ne sait pas à l'heure actuelle quel usage serait fait. Et avoir donné mon accord implique que pour la suite, éventuellement, je pourrais être menacé. Donc je ne souhaite pas du tout entrer dans cette dynamique-là. Alors, cher Michel Forst, depuis le début de cet entretien, on se rend compte à quel point les défis sont nombreux, ils sont devant nous, ça promet d'être sportif. Pour autant, pensez-vous qu'il y a de bonnes raisons d'espérer, de croire en l'avenir? Écoutez, moi je suis fondamentalement un optimiste, hein, et je crois que j'aurais pas fait ce que j'ai fait si j'avais pas cru pouvoir changer le monde. Et je vois que le monde n'est pas ce qu'il était au moment où j'ai commencé, par exemple, hein. Je vois de grandes batailles qui ont été gagnées, comme par exemple la bataille sur la peine de mort, qui progressivement va être sans doute universelle. Je vois que le Tchad récemment vient d'abolir la peine de mort. On voit certains pays également réfléchir à des moratoires avant l'abolition de la peine de mort. Sur beaucoup de libertés fondamentales, sur l'accès à la nourriture, à l'éducation, on voit que des batailles ont été gagnées. Donc je crois que le monde, bien évidemment, est confronté depuis des décennies, des années, des centaines d'années à des crises multiples. On en a vécu beaucoup, j'en ai vécu, partagé beaucoup, mais je reste néanmoins un incorrigible optimiste. Et je fais d'abord confiance dans les personnes. Moi, je suis frappé de voir que ces centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants à l'heure actuelle, on oublie souvent de parler des enfants défenseurs dans beaucoup de pays qui sont menacés. Ces femmes, ces hommes, ces enfants croient en l'avenir, militent pour l'avenir, militent pour les libertés fondamentales, n'hésitent pas à affronter des risques que nous ne connaissons pas en France pour faire valoir ces libertés, qui croient en un avenir meilleur pour leurs enfants. Et je crois qu'il faut faire confiance à ces militants, confiance dans les dépenseurs. C'est entre les mains, sans doute, qu'est l'avenir du monde. Eh bien, écoutez, merci d'avoir accordé cet entretien au projet Imagine. Bon courage pour votre mission. Elle est complexe, mais elle est vraiment essentielle. C'était De l'intérieur avec Michel Forst.